Allez, c'est parti pour le quatrième dossier de la conférence de réanimation. De mémoire, un dossier de toxicologie. Donc c'est un grand dossier standard au concours. J'ai essayé de le modifier pour que vous ayez quelque chose qui change un petit peu de l'habitude. Vous acceptez en réanimation une femme de 37 ans, coma secondaire, une intoxication médicamenteuse volontaire, diabète de type 1. Le SAMU qu'il a pris en charge, Glasgow 3. Pas d'hypoglycémie, pas de signe de localisation. Une tension conservée, un pouls pas très important, 76, ECG normal. Tout ça à son domicile. 14 grammes de paracétamol, 56 comprimés de benzodiazépine, 18 comprimés d'Equanil, donc c'est du carbamate, ça fait une grosse dose, 10 comprimés d'anafranil, c'est un tricyclique, et tout ça 4 à 6 heures avant la prise en charge. À son arrivée, donc Glasgow 3, pas de signe de localisation, pas de drogue sédative, 72 de pouls, 128-107 de tension, 99 en ventilation contrôlée assistée après l'intubation, 39,8, elle mesure 1m75 et pèse 56 kg. La glycémie est à 21. La radiothorax montre un foyer alvéolaire de base droite. La dame a donc inhalé. Quelles sont les toxicités des substances absorbées? Eh bien, cette dame-là vient de prendre du paracétamol, donc je vous apprends rien en vous disant que ça donne une hépatite cytolytique, qu'elle a pris une dose toxique monstrueuse, et donc il faut impérativement lui faire un dosage de la paracétamolémie qu'il va falloir analyser avec le diagramme de Prescott pour voir un petit peu où on va et si on lui fait de l'antidote, mais très probablement qu'il faudra lui en faire. Elle a pris des benzodiazépines, qui sont des médicaments toxiques parce qu'ils donnent des troubles de la conscience, un coma calme hypotonique, sans anomalie des pupilles et une bradypnée, voire des pauses respiratoires, ce qui en fait la gravité. Les tricycliques, c'est très embêtant puisque ça donne des comas agités, hyperréflexiques, avec éventuellement un état de mal convulsif au maximum. C'est un médicament qui abaisse le seuil épileptogène. Il y a tout un cortège de syndrome cholinergique avec une rétention d'urine, une mydriase et une tachycardie qui est un peu ici inhibée. Et puis des troubles de la condition intraventriculaire, éventuellement un état de choc, ce qui est très inquiétant compte tenu de la co-intoxication au carbamate, qui peut favoriser elle aussi des troubles de la conscience avec un coma le plus souvent calme, plutôt mydriatrique, mais surtout une déférence hémodynamique, avec là aussi des troubles de la polarisation, une stabilisation de membrane par ce produit-là, et éventuellement de la vasoplégie et de la déférence myocardique sévère, qui peut conduire les gens à être assistés. Donc le diagramme de Prescott dont je vous parlais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction du délai qui est en bas et de la paracétamolémie, quand vous avez une paracétamolémie à 150 à la 8e heure, vous êtes au-dessus du diagramme de la barre qui fait qu'il faut commencer l'antidote, qui est donc du N-acétylcystéine, de la NAC, qui va essayer de limiter la casse. Donc ça, c'est la barre pour tout le monde. Et puis là, vous avez la barre qui va être proposée pour les gens qui ont une hépatopathie. Donc la dose de charge, 150 mg par kilo, en 15 minutes, puis 50 mg kg pour 4 heures, puis 100 mg kg pour les 16 heures suivantes. Tout ça est très protocolisé, plus que la posologie. C'est retenir que c'est la paracétamolémie qui guide la prescription de fluimucil. On a toujours le temps de regarder dans un abac, ce n'est pas une urgence absolue. Quelle est votre gestion des intoxications? Donc concernant le paracétamol, il y a une indication formelle à mettre du N-acétylcystéine vu la posologie qu'elle a prise. La paracétamolémie sera à l'évidence élevée. Au pire, on peut arrêter le N-acétylcystéine quand on la récupère. Les benzodiazépines, c'est une contre-indication au flumazénil puisque c'est un médicament qui en soi protège des crises d'épilepsie favorisées par les tricycliques, mais la vraie défaillance qui va être inquiétante pour cette patiente, c'est éventuellement la défaillance hémodynamique avec des troubles du rythme cardiaque favorisés par les tricycliques sur leur effet stabilisateur de membrane, qui peut éventuellement survenir aussi avec les carbamates, qui justifie, si le CG est anormal avec un allongement du QT, éventuellement de prescrire des lactates molaires. Et puis après pour les carbamates, sur la défaillance ventriculaire, sur la vasoplégie, à part débuter de la dobutamine puis rapidement de l'adrénaline, il n'y a pas grand chose à faire. Je connais un ou deux patients qui ont dû être assistés temporairement sur une défaillance extrêmement grave. Ce sont des intoxications qu'il ne faut pas hésiter à gérer avec des gens qui ne font que ça, parce que ça peut être gravissime. Vous avez un bilan biologique avec 12 500 leucocytes, 14 grammes d'hémoglobine, 14,3 grammes d'hémoglobine, 421 000 plaquettes, un gaz du sang avec une acidose qui paraît plutôt être une acidose métabolique avec des lactates à 1,
C'est donc une acidose métabolique avec un trou anionique qui paraît 148, 150, 240, 240 moins 20, ça fait 22, avec un trou ionique qui paraît un petit peu augmenté. Il n'y a pas de défaillance rénale, pas de cytolyse pour le moment, mais on sait que dans l'intoxication au paracétamol, la cytolyse est décalée dans le temps. Il ne faut pas s'attendre à avoir une cytolyse les 24-48 premières heures. Pas de cholestase, pas de trouble de l'hémostase, une glycémie extrêmement élevée avec un ECG normal. Le deuxième ECG est toujours normal. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a une pneumonie d'inhalation, puisque vous avez un foyer alvéolaire, avec de la température à 38,9 et probablement des critères de SDRA. Et puis une très probable acidocétose diabétique qui paraît le diagnostic le plus probable, puisque le trou anionique est élevé. Je l'ai rapidement calculé à 20, 25, 20, 22, mais si on fait une formule, il doit être supérieur à 30. L'hyperglycémie, ça en témoigne. Le contexte de tentative de suicide laisse présager qu'il y a eu une rupture d'insulinothérapie. On est en pleine situation de stress médical avec la pneumonie d'inhalation. Ça nous va bien. Et puis, on n'a rien d'autre pour expliquer éventuellement que la dame est une acidose métabolique comme celle-ci. Précisez les grandes lignes de votre prise en charge. Il faut évidemment mettre en route une antibiothérapie dans les meilleurs délais parce que la patiente est en sepsis sévère avec un SDRA. Donc, on sait bien que dans ce genre de maladie, le délai de prise en charge et de la mise en route de l'antibiothérapie est déterminante. Dans les 4 heures qui suivent la prise en charge du sepsis, on sait que la mortalité augmente. Donc là, il faut vite mettre en route une antibiothérapie. Cette antibiothérapie, elle est assez simple. C'est celle des pneumonies d'inhalation. Ce n'est pas celle qui vous pose le plus de problèmes. Je ne suis pas certain que vous la maîtrisiez complètement. Sur l'association amoxicilline plus clavulanate, vous avez une couverture déjà à 80% des anaérobies et quand vous le cumulez à quasiment 100% des germes anaérobies. Vous avez une couverture anti-staphylococcique qui est plutôt excellente puisque le clavulanate va venir inhiber la petite pénicillinase assez fréquente dans cette bactérie-là. Vous avez une couverture sur colibacille, klebsielle, qui est aussi très bonne pour la même raison qu'ils ont souvent une pénicillinase. Et hémophile, qu'on retrouve aussi dans certaines inhalations, a aussi souvent une pénicillinase. Donc vous avez un antibiotique de choix. Donc voilà, cet antibiotique évidemment il faut le donner IV parce que le sepsis c'est grave. Il faut le faire après des hémocultures et une aspiration trachéale pour essayer de documenter. Mais en soi la pneumonie d'inhalation quand elle est communautaire ne nécessite pas de documentation pour commencer le traitement. Il faut bien évidemment lancer en route le triptyque de ce qui sera le traitement de l'acidocétose, à savoir une réhydratation parentérale très importante avec un apport potassique, parce que l'insulinothérapie massive que vous allez va produire une baisse de kaliémie. Donc si vous partez avec une kaliémie normale en acidose avec l'insuline, vous allez vous retrouver hypokaliémique. Faites attention à ne pas mettre les patients en torsade de pointe ou en trouble du rythme. Il faut traiter le facteur favorisant. Donc les intoxications, c'est déjà fait. On a dit qu'on mettait du N-acétylcystéine, qu'on remplissait la patiente, pas de lactate molaire pour le moment, pas de flumazénil et pas d'amine parce que la tension est plutôt conservée. Et on traite la pneumonie, donc ça c'est fait. Il faut impérativement surveiller la glycémie, la kaliémie parce que ça va être les moyens non pas d'adapter l'insulinothérapie, mais plutôt de les corriger. L'acétonurie, la gazométrie, ça va permettre de savoir si on modifie notre insulinothérapie, on y reviendra un peu plus tard. La famille est effrayée et elle vous ramène les blisters vides qui correspondent bien à l'intoxication décrite par le SAMU, mais un bidon d'antigel tout aussi vide. Cette intoxication est une intoxication qui n'est pas si rare que ça, donc il faut avoir conscience. Et quelle serait alors, est-ce que c'est compatible actuellement avec le tableau de notre patiente et rappeler la toxicité de ce produit? Oui. Les intoxications à l'éthylène glycol, qui est le produit qu'on trouve dans les antigels, donne un coma calme avec une acidose métabolique à trou anionique élevé sans hyperlactatémie. Le diagnostic d'acidocétose, on le retenait sur le contexte, l'absence de diagnostic alternatif et l'hyperglycémie, la probable arrêt de l'insulinothérapie dans un contexte suicidaire. Mais là, le tableau n'est pas incompatible, l'acidose métabolique n'est pas très sévère. Et comment ça marche? C'est comme l'alcool, ça bourre la gueule. Les patients sont ébrieux, puis sont dans le coma, puis peuvent convulser.
Il y a éventuellement du choc cardiogénique, de la nécrose tubulaire aiguë à partir de la 24e heure, et on sait que le degré d'acidose est pronostique. C'est pour ça que je vous disais qu'elle n'était pas si profonde que ça. D'habitude, ça donne des acidoses beaucoup plus profondes, et parfois les patients peuvent arriver avec 7,05, 7,1 de pH, et là pour le coup on est beaucoup plus inquiet. Donc l'antidote, c'est l'éthanol, c'est une sorte de mécanisme compétitif sur la toxicité pour libérer les récepteurs occupés. 2 heures plus tard, l'infirmière vous appelle, la patiente est hypoglycémique à 2,6. Que faites-vous? Si l'infirmière vous appelle en vous disant qu'un patient qu'on traite pour un OAP à 2,6 de kaliémie, vous mettez du potassium, et ben c'est à peu près la même chose qu'il faut faire quand un patient qu'on traite pour une acidocétose présente une hypoglycémie. Il faut faire une correction immédiate de l'hypoglycémie avec 2 ampoules de G30 par voie intraveineuse directe. Il faut ensuite contrôler la glycémie capillaire pour être certain d'avoir ramené le patient dans les ranges. Puis après, il faut se poser la question. Est-ce que il faut encore poursuivre l'insulinothérapie telle qu'elle est, à haute dose, 10 unités heure? Et ça, la réponse, c'est ni la glycémie, ni la calémie qui vont la donner, mais l'acétose. Soit l'acétose est résolue, plus de cétonurie, correction de la réserve alcaline, et puis il faut arrêter le traitement insulinothérapique en IVSE et reprendre le traitement usuel ou laisser une dose d'insuline par 24 heures correspondant à la posologie habituelle de la patiente. Si l'acétose persiste, c'est qu'il faut laisser en route l'insulinothérapie, que le retard n'est pas encore compensé, le retard en insuline, et à ce moment-là, il faut tout simplement majorer les apports en glucosé pour maintenir une glycémie normale et éviter les complications de l'hypoglycémie, dont on sait qu'à terme, en réanimation, elles sont plutôt pas très bonnes, d'après les dernières études sur les contrôles glycémiques dans les sepsis. Donc, d'une manière générale, on n'arrête jamais l'insuline, un patient insulinodépendant, sinon on est à risque de le mettre en acidocétose. L'évolution va être favorable, la patiente va être désédatée, vous envisagez de l'extuber. Quels sont les critères de sevrabilité du respirateur? Quand est-ce qu'on va pouvoir décider d'extuber les gens? Il faut qu'ils soient réveillés, avec un état de conscience sans sédation, et une réponse au moins aux ordres simples. Ils ouvrent les yeux, ils serrent la main, ils participent, ils disent qu'ils comprennent. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il ne faut pas qu'ils aient de déférence d'organes préoccupante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient en SDRA de façon caricaturale, il ne faut pas qu'ils soient inflatés de 15 kg et qu'ils étouffent d'un OAP quand on les extube. Donc globalement, il faut qu'ils soient ventilés en moins de 50% de FiO2 et moins de 5 de PEP. Il ne faut pas qu'ils soient en déférence hémodynamique, qu'ils n'aient pas de drogue vasoactive. Alors après, c'est discutable puisque parfois certains font des œdèmes cardiogéniques de sevrage de la ventilation. Il faut qu'ils soient apyrétiques. On ne peut pas extuber quelqu'un qui a un sepsis évolutif puisque c'est le mettre dans une situation difficile. Et il ne faut pas qu'ils aient une anémie profonde qui risque de gêner aussi l'extubation. Et donc, on tolère 7-8 grammes d'hémoglobine en réanimation. C'est tout à fait discutable. Alors, il y avait une apparition magique. On réalise une épreuve sur pièce santé, cliniquement satisfaisante, de 30 minutes. Sur quels critères vous sont permis de juger que l'épreuve était satisfaisante? Donc, dans l'histoire de cette patiente, elle est intubée, ventilée donc, pour un coma toxique. Elle fait un SDRA avec une pneumopathie d'inhalation. C'est un très très grand standard et ça nous occupe énormément. Et puis l'évolution est favorable. On est d'accord qu'on arrive sur une phase où la patiente est désédatée, apyrétique, sans amine, et en FiO2 inférieur à 50%. À ce moment-là, d'une patiente ventilée en VAC, on va passer sur un système où elle va être en ventilation spontanée en aide inspiratoire, c'est-à-dire que c'est elle qui, de façon inconsciente, mais c'est son bulbe qui va triguer et qui va donner au respirateur le rythme. Si elle veut respirer à 35 par fréquence, elle respirera à 35 par fréquence. Et à ce moment-là, si on est dans ces critères-là, on la laisse en ventilation spontanée sur la sonde d'intubation, avec une pièce qui amène de l'oxygène dans un sens et fait partir le gaz carbonique dans l'autre, c'est la fameuse pièce santé, ballonnée, dégonflée. Et on voit ce qui se passe. Et au terme de cette épreuve, les patients peuvent être ou non extubés sur les critères suivants. Ils n'ont pas franchement augmenté leur fréquence respiratoire, du moins on ne les a jamais vus au-delà de 35. Si c'est sûr que le patient il passe de 12 de fréquence en ventilation en aide inspiratoire et qu'il balance à 30 derrière, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais globalement,
cliniquement, le patient n'était pas polypnéique. Alors la barre, c'est 35, hein, c'est ce qui est proposé. Ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a pas eu de désaturation. On n'est pas passé de 40% de FiO2 à 70% pour maintenir une oxygénation. Le patient est resté calme, il ne s'est pas agité, il n'est pas en sueur. Hein, ça, c'est des grands signes prédictifs d'échec d'extubation. Et puis, il n'y a pas d'hypertension ou de tachycardie qui évoquerait de l'hypercapnie, d'accord, ou de l'OAP hypertensif, ce qu'on voit aussi de temps en temps, ou de l'OAP de sevrage. Moyennant quoi, si ces conditions sont respectées, on peut extuber les patients, mais avant, on peut aussi prendre une autre précaution, qui est celle du test de fuite. Alors, on réalise ce test de fuite, décrivez-le, quel est son intérêt? L'idée est assez simple. L'idée, c'est de dire, normalement, quand on fait respirer un patient, c'est une baudruche avec un système clos, puisqu'il y a une sonde d'intubation. Il y a une sonde d'intubation dans la trachée et un ballonnet qui rend le système complètement étanche. Et donc, quand le respirateur va faire 500 de volume courant inspiré, on espère bien qu'il va mesurer 500 de volume courant expiré. Donc ça, c'est l'idée. Et puis, tout simplement, ici, vous dégonflez votre ballonnet. Et vous faites respirer le système en ouvert. Et donc, vous rentrez toujours 500, mais il y a des fuites de part et d'autre de la trachée. Ce qui fait que votre VT expiré, il doit être nettement inférieur à 500. Si vous n'avez pas de fuite, ça veut dire qu'ici, il y a un œdème, notamment au niveau du larynx, des parties molles. Donc c'est ce qui est expliqué dans le texte. Le principe, c'est de dégonfler le ballonnet de la sonde d'intubation, de poursuivre la ventilation en assisté contrôlé, en volume, et d'évaluer le pourcentage ou la valeur absolue, en pourcentage ou en valeur absolue, la différence entre le volume qu'on inspire et le volume expiré. Si la fuite est inférieure à 110 ml ou qu'il y a une différence de moins de 40%, c'est plutôt en faveur d'un œdème laryngé, et à ce moment-là, on peut revoir notre stratégie. Le test de fuite est en faveur d'un œdème laryngé. Alors, ce qui favorise l'œdème laryngé, c'est les ventilations prolongées, les intubations difficiles, les états de choc et les défaillances multiviscérales, les larynx remaniés, les larynx irradiés. Et donc, si le test de fuite est négatif, c'est-à-dire que vous ventilez le patient à 500 de volume et puis il en sort 480 une fois que vous avez dégonflé votre ballonnet, alors que d'habitude c'est 500, 500 pour être caricatural, votre test est positif, à ce moment-là, il faut prendre des décisions et pas extuber la patiente. Si vous ventilez à 500, 500 et qu'après, quand vous faites 500, ça fuite et il ressort 150, vous avez une fuite qui est importante, il n'y a probablement pas d'œdème laryngé, on peut extuber la patiente. Et donc, le test de fuite est positif. La dame a probablement un œdème laryngé. Qu'est-ce que vous faites? 1. Je retarde l'extubation. 2. C'est une très bonne indication de corticothérapie systémique, 1,5 mg à 1 mg kg, 12 heures avant l'extubation, poursuivi 24-48 heures avec des aérosols d'adrénaline. C'est pas consensuel, mais il y a quand même des données dans la littérature. Il y a une série d'articles plutôt avant 2000, avant 2000-2005, qui sont plutôt contre, et une série d'articles plutôt pour. Moi, c'est ce qui est pratiqué dans plusieurs réanimations. Quand vraiment on pense qu'il y a une fuite, on fait un petit peu de corticoïdes, en sachant que les critères d'évaluation sont toujours très difficiles, notamment sur le fait d'utiliser le taux de réintubation. Ce dossier est terminé, donc on a vu des intoxications benzo, tricycliques, neuroleptiques, paracétamol. C'est les intoxications les plus fréquentes. L'association benzo-tricyclique, c'est un grand standard, vous ne faites pas avoir sur la prescription. Le paracétamol, les mots-clés, c'est N-acétylcystéine, diagramme de Prescott, paracétamolémie. Jamais de lavage gastrique, ça ne sert quasiment à rien. Et donc, ici aussi, on a vu l'intoxication au carbamate avec son grand état de choc cardiogénique potentiel et sa toxicité rythmique.